Par des formes bactériennes détruites que des cristaux de diverses natures. L'évolution du cycle de la somatide aboutit à ces formes mycéliennes actives, ce qui nous indique une évolution totale de la maladie dégénérative. Le déchet mycélien indique que le cycle a été complété puisqu'il s'agit d'une forme inerte, vidée de sa substance. Sa présence dans le sang indique un état dégénératif avancé. Toutes ces formes que nous venons de voir ne doivent pas être interprétées individuellement, mais en fonction de leur ensemble. Pour qu'un test soit valable, il faut qu'il soit reproductible. Il faut que sa technique soit décrite précisément de manière à ce que tout le monde puisse l'effectuer et l'interpréter. De plus, il faut l'avoir effectué un grand nombre de fois pour établir une corrélation entre telle et telle particularité et une pathologie quelconque. On obtient ainsi une vérification par le nombre. Un complément valable de ce test peut être l'examen des urines, en se rappelant qu'il doit être effectué en rapport avec la théorie somatidienne. En ce qui concerne les urines, le test pratiqué suivant la théorie somatidienne ne diffère que très peu des tests utilisés normalement. La seule différence réside dans le fait que nous recherchons certains éléments du cycle, tels les mycéliums, certaines formes bactériennes et parfois des somatides. Lorsqu'il y a une perméabilité rénale, nous les trouvons en quantité abondante dans les urines. À part ça, c'est la seule différence qui puisse exister entre ces deux tests. Jusqu'à présent, tous les traitements du cancer sont dirigés principalement vers la masse cancéreuse elle-même. Or, ce qui distingue une tumeur maligne d'une tumeur bénigne, c'est précisément qu'elle dissémine, qu'elle produit des métastases dans d'autres parties du corps. Ce sont ces métastases qui posent la véritable question du traitement du cancer, celle sur laquelle tout le monde a buté jusqu'à maintenant. Les méthodes classiques consiste à détruire les cellules tumorales s'il y a une masse bien localisée, accessible au scalpel du chirurgien. L'approche peut être mutilante, mais elle est simple. Il suffit d'enlever cette masse ou l'organe. C'est ce qu'on fait lorsqu'on enlève un sein ou un utérus. La chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie ont ceci de commun. Elle vise à éliminer, à détruire. Chacune à sa façon, mais le principe est le même. Mais dès qu'il y a métastase disséminée, ces méthodes deviennent impuissantes. Tout le monde sait que le véritable traitement du cancer sera celui qui ne se contentera pas d'enlever une masse, mais qui traitera aussi la maladie générale. Or, les traitements généraux ne peuvent être que chimiques, puisqu'ils doivent diffuser dans l'ensemble de l'organisme. Ce qu'il y a de nouveau avec le 714X, c'est qu'il ne s'attaque pas directement aux cellules cancéreuses. On passe par les défenses naturelles de l'organisme. C'est maintenant prouvé. L'organisme humain possède en lui-même les ressources nécessaires pour se débarrasser des cellules cancéreuses. Le 714X étant un stabilisateur, ne fait que rendre à l'organisme humain ses possibilités premières de défense naturelle.
Le 714X se compose d'un dérivé azoté du 2-bornanol, qui est une substance naturelle. Ce produit apporte à l'organisme tout l'azote nécessaire à la neutralisation d'un facteur cancérigène élaboré par les masses tumorales qui bloque le système immunitaire. De plus, le 714X contient des sels organiques qui ont pour fonction de fluidifier la lymphe, permettant ainsi l'évacuation des toxines accumulées au cours de la maladie dans le système lymphatique. Cette thérapeutique aide de façon remarquable à la reprise de l'activité du système immunitaire et est ainsi un adjuvant très efficace à toute autre thérapie. De plus, son innocuité est totale, ce qui rend le 714X utilisable dans tous les cas, même ceux en phase terminale pour lesquels aucune autre thérapeutique ne peut être appliquée. Le 714 est un traitement complet par lui-même, avec lequel les médecins peuvent obtenir une stabilisation des fonctions normales de l'organisme, permettant ainsi aux malades de profiter d'améliorations constantes de leur état de santé. Certains médecins ont cru bon de combiner à ce traitement d'autres thérapeutiques alternatives. Par contre, d'autres spécialistes de la santé s'en sont tenus à la seule administration du 714X, avec des résultats comparables ou même supérieurs. Ce produit ne doit jamais être injecté à des patients recevant des vitamines B12 ou E. Même si la chimiothérapie ou la radiothérapie peuvent être utiles dans certains cas d'urgence, on doit absolument s'abstenir de conjuguer ces traitements au 714X. Ils doivent plutôt s'alterner. L'alimentation également joue un rôle important dans le processus de recouvrement de la santé. Tout menu contenant du bœuf ou du porc est à éliminer de la diète quotidienne. Les farines et les sucres blancs, ainsi que les colorants, les agents de conservation, les arômes artificiels, les excitants tels le thé, le café, l'alcool, le chocolat, sont aussi à proscrire au même titre que les fritures. Les produits laitiers, le lait, le beurre, la crème, le fromage fermenté, le yogourt, sont aussi à éliminer. Le veau et le poulet de grain, ainsi que les poissons plats, cuits à l'eau, au four ou à la poêle de téflon, accompagnés de fruits, sont fortement conseillés. L'alimentation vivante, c'est-à-dire fruits et légumes, apporte à l'organisme son appoint en sels minéraux, vitamines et sucres essentiels au bon fonctionnement des métabolismes fondamentaux. Les jus de légumes et de fruits obtenus à l'aide d'un extracteur sont des plus bénéfiques car assimilables à plus de 80% par la paroi intestinale. Afin d'éliminer les toxines et favoriser le bon fonctionnement des reins et des intestins, le patient doit boire au moins 1 litre d'eau de source naturelle non gazéifiée par jour. Le 714, injecté suivant le protocole que nous suggérons, n'a jamais provoqué d'effets secondaires chez les patients traités. D'ailleurs, les tests de non-toxicité produits par un laboratoire reconnu prouvent l'innocuité de ce produit. Tous les patients, même ceux en phase terminale, peuvent bénéficier des avantages que leur apporte ce traitement. Dans un premier temps, le patient débarrassé de ces toxines peut se reposer plus facilement. L'appétit revient graduellement et la douleur diminue. Les fonctions de défense naturelle de l'organisme ne se trouvent plus paralysées et reprennent alors leur fonction importante de destruction des cellules anormales, évitant le transport de métastases et permettant la régression des tumeurs.
714, qui est un stabilisateur des défenses naturelles de l'organisme, peut être appliqué de 3 manières différentes. Nous avons tout d'abord l'injection périnodulaire, puis les gouttes sublinguales, enfin la nébulisation ultrasonique. En ce qui concerne les gouttes sublinguales et la nébulisation ultrasonique, il n'y a pas de précaution particulière à prendre. Mais en ce qui concerne l'injection périnodulaire, il est nécessaire d'observer certaines règles qui faciliteront l'absorption et l'efficacité du produit. Bonjour, Stéphane. Il faut appliquer un ice pack sur le site de l'injection pendant une dizaine de minutes, car le produit étant volatile à 37 degrés, la vaporisation se produirait beaucoup trop vite et l'injection deviendrait douloureuse. Alors là, je reviens dans 5 minutes. Je vais préparer mes appareils. D'accord? Nous allons ensuite prendre la leviale et retirer la capsule de sécurité. Nous avons nous assurer que la seringue est en parfaite condition, que l'aiguille est bien enfoncée et que son protecteur s'enlève facilement. Les gants sont nécessaires pour toutes ces manipulations. Ensuite, nous allons stériliser le capuchon du vial par de l'alcool à 90 degrés, car l'alcool à friction est à déconseiller fortement. Mais de toute manière, le vial doit être désinfecté avant de prélever le liquide nécessaire. Le sucre blanc, la farine blanche. Le remplissage de la seringue s'opère de la manière habituelle, en s'assurant qu'il ne reste pas de bulles d'air. Pour cela, on retire le piston de la seringue jusqu'à 6 millilitres, de manière à s'assurer d'avoir la quantité suffisante de liquide lorsque l'on repoussera le piston pour chasser l'air jusqu'à ce qu'une goutte soit rejetée. Après avoir retiré la glace, on désinfecte le lieu d'injection. On laisse ensuite évaporer l'alcool. Le praticien repère ensuite la pulsation fémorale sur la jonction de l'artère fémorale avec la saphène, où il appuie avec le majeur et l'annulaire de la main droite. Il place ensuite le pouce de la main gauche au-dessus du majeur de la main droite. Il tend ensuite la peau entre ses doigts de la main gauche vers le nombril et enfonce l'aiguille 2 cm au-dessus de la pulpe du pouce. Si nous reprenons à l'aide d'un schéma, nous voyons la jonction de l'artère fémorale avec la saphène, et c'est exactement à cette jonction que se prend le pouls. Le doigt jaune représente le majeur de la main droite, et en bleu, nous avons le pouce de la main gauche sous lequel on doit ressentir la pulsation. C'est à 2 cm au-dessus du pouce, dans l'axe du nombril, que doit se faire l'injection en plein centre de la région nodulaire. L'injection doit être pratiquée très lentement, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais appuyer sur le piston, car le débit serait trop important et l'injection douloureuse. Il faut prendre le plongeur entre le pouce et l'index et l'appuyer sur le corps de la seringue, ce qui donne environ 1 ligne par pression. La seringue doit être tenue dans un angle de 45 degrés et l'aiguille dirigée dans la direction de l'épaule, soit entre le nombril et la hanche. Si le patient ressent une pression un peu forte, on le soulage en soulevant simultanément la peau et l'aiguille. La seringue est tenue fermement entre le pouce et l'index, et l'aiguille vient s'appuyer sur les majeurs, l'annulaire gardant une certaine pression sur l'artère. La tranche de la main droite doit s'appuyer sur le haut de la cuisse afin de suivre les éventuels mouvements du patient et éviter toute crispation au praticien.
On retire ensuite l'aiguille et la seringue et l'on place un coton rempli d'alcool avant de replacer le ice pack pour une dizaine de minutes. Pendant ce temps, le patient doit rester en position allongée pour éviter toute sensation désagréable. Les gouttes sublinguales doivent être utilisées seulement comme complément ou adjuvant d'une autre thérapeutique alternative. Il suffit de déposer 5 gouttes sous la langue et de ne pas les avaler avant 2 ou 3 minutes afin d'en permettre l'absorption par le système veineux. En ce qui concerne la nébulisation, il faut utiliser un nébulisateur ultrasonique afin d'obtenir des particules suffisamment petites pour pouvoir pénétrer dans les tissus. 5 gouttes de 714X doivent être diluées par la même quantité de sérum physiologique, c'est-à-dire du chlorure de sodium à 9 pour 1000. La respiration doit être profonde et le produit inhalé conservé dans les poumons. L'expiration doit se faire par le nez. Ceci jusqu'à épuisement du liquide en 3 à 5 minutes. Ce mode d'introduction permet d'utiliser le 714X lorsque les injections périnodulaires ne sont pas possibles. Les voies respiratoires étant tapissées de ganglions lymphatiques, le produit peut être absorbé. Bien que l'activité thérapeutique soit réduite, des résultats très positifs ont pu être observés avec ce mode d'utilisation. Gaston Nassens, le somatoscope est-il unique? Jusqu'à maintenant, le somatoscope était un modèle unique. C'est d'ailleurs un reproche qui m'a été fait de nombreuses fois. C'est la raison pour laquelle j'ai entrepris la diffusion d'un condensateur permettant d'observer les cycles somatidiens et qui, à l'heure actuelle, est à la disposition de chacun. Ce condensateur permet d'obtenir une vision ultramicroscopique, même avec une source lumineuse aussi faible que 20 watts. Il est bien sûr évident que plus l'intensité lumineuse augmente, meilleure sera la vision ultramicroscopique. Et qu'advient-il de la résolution? Nous ne pouvons pas parler d'augmentation de la résolution, mais d'une vision ultramicroscopique au-delà de la résolution normale des microscopes, d'où la possibilité d'observer les somatides. Ce condensateur se compose de plusieurs éléments mobiles, adaptables à toutes les marques de microscopes. Les meilleures observations seront obtenues avec un objectif 100X à immersion et des oculaires 15X ou plus. Un dispositif pour augmenter la magnification de 1.5X permettra des grossissements de l'ordre de 2500X. L'adaptation d'un système vidéo ne pose aucun problème. Et vous pourriez nous expliquer comment fonctionne ce condensateur? Bien sûr. Il se compose tout d'abord d'un corps central dans lequel coulisse le porte-lentille qui permet d'ajuster la hauteur de la lentille à tous les microscopes. Lorsque l'on a trouvé la bonne hauteur, on serre cette bague et il est immobilisé. De plus, nous avons dessous toutes les adaptations pour les différents microscopes. Celui-ci correspond à la marque Olympus. Celui-ci, ce patin, c'est la marque Deitz. Ceci correspond au microscope de Zeiss. Jusqu'à il y a 2 ans, le nouveau support de Zeiss depuis cette date est celui-ci. Donc, on peut adapter tous les supports sur ce montage universel.
Alors, comme nous avons ici un microscope Olympus, je monte la bague Olympus dessus et j'introduis le condensateur dans le porte-condensateur qui est ici et je le fixe. Ensuite, nous allons faire son réglage normal et pour cela, si vous voulez, je vais prélever une goutte de sang pour vous montrer ce que l'on peut obtenir comme résultat. Je prends une goutte de sang. Ici, une piquée. Voici comment il faut faire. Mettons la lame dessus, la lamelle, et nous portons ceci sur le microscope. N'oublions pas qu'il s'agit d'un objectif à immersion, donc nous mettons l'huile nécessaire ici, et également en dessous sur le condensateur. Voilà, nous avons actuellement une excellente image. Les somatides sont très visibles. Nous voyons leur mouvement. Et même, si vous voulez, pour vous en convaincre, nous allons adapter une petite télévision qui va nous permettre quand même d'avoir une idée générale de ce que l'on peut voir. Voyons les somatides. Nous pouvons observer les somatides, même sur un écran de télévision qui n'est quand même pas très brillant et au point de vue résolution, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça nous permet d'avoir une image qui est quand même raisonnable pour que l'on puisse faire une démonstration à d'autres personnes. Lorsqu'un chercheur ou un médecin veut montrer à son patient ce qui se passe dans son sang, il n'y a aucune difficulté. Que pourrions-nous conclure? De tous nos entretiens, il ressort que la connaissance de la somatide et de ses cycles nous a permis d'établir les diverses relations existantes entre les formes observées au moyen du somatoscope et les diverses pathologies dégénératives. Ces diverses observations nous ont permis de proposer une thérapeutique adjuvante très prometteuse. De plus, l'apport du condensateur que je viens de vous montrer rend accessible la théorie somatidienne et ses applications à l'ensemble des chercheurs et thérapeutes voulant contribuer à la recherche du bien-être de l'humanité.